Il fut un temps où le monde de la finance s'émerveillait du génie de Charles Ponzi, l'homme qui était à la tête de l'un des investissements commerciaux les plus fructueux d'Amérique. Il avait des millions de dollars à sa disposition et des foules faisant la queue pour le supplier de prendre leur argent. Ils étaient tous loin de se douter que l'entreprise de Ponzi n'était fondée que sur des mensonges. Toute cette affaire n'était qu'une scandaleuse arnaque qui a fait de Ponzi un homme très riche mais qui a ruiné la vie de milliers d'innocents. La tromperie de Ponzi était si choquante et infâme qu'aujourd'hui encore, 100 ans plus tard, l'arnaque porte encore son nom, une pyramide de Ponzi. Cette vidéo présente la vérité inédite sur l'homme qui a créé l'arnaque et sur comment gagner des millions de dollars avec rien d'autre que des mensonges. Ponzi est né en Italie le 3 mars 1882. Son père travaillait dur comme facteur et dans l'ensemble, sa famille était à l'aise financièrement, mais c'était bien plus que cela auparavant. Les grands-parents et arrière-grands-parents de Ponzi avaient tous été des hommes d'affaires, des commerçants et des fonctionnaires prospères. La rétrogradation à la classe ouvrière a vraiment affecté Ponzi dès son plus jeune âge et l'a rendu amer et rancunier. Il se demandait pourquoi il devait souffrir pour la fortune défaillante de sa famille. Pourquoi n'était-il pas né riche, à profiter d'une vie de loisirs, sans avoir à se soucier d'un emploi ou de l'argent? Adolescent, Ponzi a hérité d'une modeste somme d'argent à la mort de son père. Il l'a utilisée pour s'inscrire à l'université, car sa mère tenait à ce qu'il aille dans une université prestigieuse pour y faire des études. Mais Ponzi avait d'autres projets. Au lieu d'étudier et d'aller en cours, il a décidé de dépenser toutes ses économies en s'habillant à la mode dernier cri et en mangeant dans les restaurants les plus chics de la ville. Puis le soir, il allait peut-être au théâtre ou à l'opéra, ou jouer au casino avec ses amis fortunés. Rien n'était trop extravagant ou trop cher pour lui. Ponzi aimait prétendre qu'il était comme ses riches amis et qu'il avait de l'argent à profusion, mais c'était une illusion. Et un jour, tout s'est écroulé. Il a fini par épuiser l'argent de son héritage. Et comme ses études avaient été complètement négligées, il n'avait aucune chance d'obtenir son diplôme. Son oncle lui a proposé de travailler comme employé de bureau, mais l'idée de trouver un emploi conventionnel rebutait Ponzi, qui se considérait trop précieux pour un travail subalterne. Il n'avait plus qu'un seul choix, se rendre en Amérique et y faire fortune. En 1903, Ponzi est arrivé à Boston à bord du SS Vancouver. Il ressentait une profonde honte dans son cœur d'avoir laissé tomber sa mère et pensait que le seul moyen de se racheter était de retourner en Italie en tant qu'homme riche. Le seul problème était qu'il n'avait aucune idée de comment y arriver. L'Amérique s'est avérée être un rappel à la réalité bien nécessaire pour le jeune Ponzi. Il n'avait plus d'argent issu de son héritage et plus de parents pour le tirer d'affaire. Même si le travail physique lui déplaisait, il n'avait pas le choix. S'il voulait manger, il devait travailler. Ponzi a passé les années suivantes à parcourir la côte est, de New York à la Floride. Il a travaillé comme peintre d'enseigne, serveur, commis d'épicerie, plongeur, ouvrier d'usine, vendeur d'assurance et réparateur de machines à coudre. Aucun de ces emplois n'a duré longtemps. Ponzi soit démissionnait parce qu'il détestait le travail, soit il était licencié parce qu'il essayait de tromper les clients. Cela avait souvent pour conséquence qu'il devait voler ou mendier des restes de nourriture et dormir dans des parcs. Il était loin de l'insouciance de son époque de flambeur à Rome. Et même lorsque Ponzi parvenait à rassembler un peu d'argent, il le dépensait inévitablement dans une grande soirée ou un week-end de vacances pour se rappeler le bon vieux temps. En 1907, Ponzi s'est rendu à Montréal, espérant que le Canada se révélerait plus accueillant et plus lucratif. Et au début, les choses allaient bien pour lui. Il trouva un emploi de commis dans une banque qui servait principalement les immigrants italiens, la Banco Zarossi. C'est le même type d'emploi que Ponzi avait refusé à Rome parce qu'il se considérait trop bon pour cela. Mais il est surprenant de constater
à quel point quelques années dans la rue à travailler au salaire minimum avaient changé son état d'esprit. Malheureusement pour Ponzi, son nouvel emploi n'a pas duré longtemps car son patron était un escroc. Zarossi utilisait une fraude ancestrale connue sous le nom de « voler Pierre pour payer Paul ». En d'autres termes, il utilisait l'argent de ses nouveaux clients pour rembourser les plus anciens. Cela permettait à Zarossi de proposer des taux d'intérêt de 6% sur tous les dépôts, soit le double du taux moyen, mais ses clients ont commencé à se méfier lorsque leurs proches restés au pays se sont plaints de ne pas recevoir l'argent que la banque était censée leur envoyer. Au milieu de l'année 1908, les autorités ont commencé à enquêter sur la banque pour détournement de fonds. Zarossi a alors rempli une valise avec tout l'argent liquide qu'il pouvait transporter et s'est enfui au Mexique, laissant ses employés et sa famille gérer les retombées de son arnaque. Ne voulant pas être celui qui devait payer, Ponzi avait l'intention de rentrer aux États-Unis pour ne pas avoir à participer à l'enquête et aux retombées de l'arnaque de Zarossi. Mais avant ça, il a fait quelque chose de très stupide. Pour ne pas avoir à recommencer de zéro, il a pensé s'offrir un petit cadeau de départ en falsifiant le chèque d'un des clients de sa banque, une société de transport maritime, la Canadian Warehousing Company. Ponzi a volé un chèque en blanc dans le chéquier du manager et l'a rempli pour 423,58 $. Un montant crédible et peu suspect, pensait Ponzi. Mais dès qu'il a essayé d'encaisser le chèque frauduleux, le guichetier a facilement repéré la fausse signature et a alerté la police. Ponzi a écopé de 3 ans de prison au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Mais bien sûr, ce n'était que le début des crimes de Ponzi. Libéré sur parole après 2 ans, Ponzi a immédiatement prévu de se rendre à nouveau aux États-Unis, mais il n'y est pas allé seul. Au lieu de cela, il a pris avec lui 5 immigrants italiens, tous fraîchement débarqués du bateau et sans papier, car il avait été payé pour faire passer ces hommes en Amérique. Ponzi s'est dit que cela lui permettrait d'avoir un bon salaire rapidement, maintenant qu'il était à nouveau un homme libre. Cependant, il s'est fait prendre et a été arrêté une fois de plus. Pourtant, Ponzi espérait que s'il plaidait coupable, le juge serait clément avec lui et le laisserait partir avec une petite amende. Mais une fois que le juge a frappé son marteau et prononcé le verdict, le cœur de Ponzi s'est effondré. Il a été condamné à 2 années supplémentaires dans une prison fédérale à Atlanta. Après avoir été libéré de prison pour la 2e fois, Ponzi n'était pas sûr de ce qu'il allait faire. Il avait imaginé de nombreux projets différents pour s'enrichir en prison, mais ils nécessitaient tous de l'argent et Ponzi était sans le sou. Par conséquent, n'ayant guère le choix, il erra à nouveau d'un état à l'autre, exerçant tous les petits boulots qui se présentaient à lui. Il finit par trouver un poste décent de commis dans une entreprise d'import-export appelée J.R. Poole Company à Boston, de sorte qu'après plus de 10 ans en Amérique du Nord, il s'est retrouvé à la case départ. La vie à Boston était décidément meilleure pour Ponzi la 2e fois. Il était bon à son poste pour changer et a été promu. De plus, M. Ponzi a rencontré Rose Gnecco, 21 ans, et immédiatement tombé amoureux d'elle. La première fois qu'ils se sont parlé, Ponzi était si nerveux qu'il pouvait à peine aligner 2 mots. Heureusement pour lui, le sentiment était réciproque et les deux se sont mariés au début de 1918. Sa nouvelle vie de couple rendait Ponzi heureux, mais il se sentait encore inadéquat. Même si Rose se contentait d'une vie simple, Ponzi avait des ambitions bien plus grandes. Il voulait pouvoir la couvrir de bagues en diamant, de vêtements de luxe et de vacances coûteuses. Évidemment, cela n'allait jamais se produire avec le salaire d'un commis. Donc, 6 mois après le mariage, Ponzi a quitté son emploi stable chez J.R. Poole et a commencé à chercher quelque chose de nouveau à faire. Il a commencé par rejoindre l'entreprise de vente en gros de fruits de son beau-père. La société était en difficulté. Et comme Ponzi se vantait toujours auprès de sa femme d'être un génie de la finance, c'était le moment pour lui de montrer à tous ce dont il était capable. Cependant, Ponzi n'a pas réussi à sauver l'entreprise en difficulté, qui a fait faillite à la fin de l'année. Sans se laisser décourager par son récent échec,
Ponzi a loué un petit bureau pour lancer sa propre entreprise d'import-export. Mais personne ne le remarquait. Ponzi n'avait pas l'expérience et les contacts nécessaires pour attirer des affaires sérieuses. Cependant, Ponzi a refusé de croire qu'il était le problème et a pensé que peut-être il devait simplement faire plus de publicité pour ses services. Malheureusement, quelques calculs rapides lui ont fait réaliser que les coûts étaient bien hors de sa portée. Déjà, l'entreprise d'import-export de Ponzi est devenue une autre entreprise ratée. Le seul point positif pour Ponzi était que cet échec lui avait déjà donné sa prochaine idée. Lorsque Ponzi a vu combien d'argent il lui en coûterait pour faire connaître ses services, il s'est dit qu'il devrait peut-être publier son propre magazine professionnel, afin que d'autres entreprises lui versent le même genre de frais publicitaires géants. Ponzi n'avait aucune expérience dans le domaine de l'édition, mais dans son esprit, il s'agissait déjà d'une idée à $1 million. Il appellerait son magazine The Trader's Guide et l'enverrait gratuitement à 100 000 entreprises, doublant le nombre de tirages à chaque nouveau numéro. Selon les calculs de Ponzi, son premier envoi lui coûterait environ $35 000, mais il gagnerait $80 000 en revenus publicitaires, car il était certain que les entreprises feraient la queue pour faire connaître leurs services dans son magazine. Certain de son succès, Ponzi a loué un bureau beaucoup plus grand et engagé 3 personnes. Puis il a commencé à écrire encore et encore à des investisseurs et à des propriétaires d'entreprises pour leur proposer de participer à la toute première édition du Trader's Guide. Puis, la réalité s'est abattue sur Ponzi. Personne n'était intéressé. Personne ne s'intéressait à son obscur petit magazine professionnel et personne n'était prêt à payer ses tarifs exorbitants pour y figurer. Ensuite, lorsque Ponzi s'est rendu à sa banque locale pour obtenir un prêt parce qu'il était presque à court d'argent, il a reçu un autre choc lorsque le président de la banque a refusé sa demande sur le champ, lui disant qu'il préférait fermer le compte de Ponzi plutôt que de lui prêter un seul dollar. Ces pilules étaient amères à avaler pour Ponzi, qui n'a guère eu le choix. Il a dû licencier son personnel et sous-louer ses bureaux pour gagner un peu d'argent. Mais ses rêves et ses ambitions restaient aussi puissants que jamais. Et Ponzi espérait que sa prochaine idée serait celle qui le rendrait riche. Un jour d'août 1919, Ponzi lisait son courrier quand il a repéré une lettre d'Espagne. À l'époque où il pensait encore que le Trader's Guide allait devenir la prochaine grande affaire de la publicité, Ponzi ne se contentait pas de faire des affaires en Amérique. Il envisageait que son guide soit traduit en français, allemand, italien, espagnol et portugais et qu'il étende son activité à l'Europe. Ainsi, il avait contacté de nombreuses entreprises étrangères sur la possibilité de faire des affaires ensemble et il semble qu'au moins une d'entre elles était intéressée. L'auteur espagnol de la lettre demandait un exemplaire du Trader's Guide et pour payer les frais de port, il avait inclus quelque chose que Ponzi n'avait jamais vu auparavant, un coupon réponse international ou CRI. Les CRI étaient des coupons prépayés qui pouvaient être achetés et échangés contre des timbres-poste dans tout pays membre de l'Union postale universelle. Ils étaient couramment utilisés par les personnes qui envoyaient des lettres à l'étranger pour couvrir les frais d'une lettre de retour lorsqu'elles ne s'attendaient pas à ce que l'autre personne paie l'affranchissement. Mais pour Ponzi, ils étaient une source d'inspiration et allaient changer sa vie pour toujours. Des années auparavant, Ponzi s'était familiarisé avec le concept d'arbitrage, une stratégie consistant à acheter et à vendre un actif sur différents marchés afin de profiter de la différence de prix et de réaliser un bénéfice. Dans le cas des CRI, ils étaient toujours échangés contre la même valeur d'affranchissement, quel que soit le pays, mais ils étaient achetés à des prix légèrement différents en fonction des fluctuations de la monnaie locale. En théorie, Ponzi pouvait donc acheter un CRI en Italie, où la lire avait été sérieusement touchée après la guerre, puis l'échanger aux États-Unis contre des timbres-poste américains dont il savait que la valeur en dollars serait légèrement supérieure. Il vendrait ensuite ces timbres et réaliserait un petit bénéfice. Ensuite, en étendant l'opération à des milliers, voire des millions de CRI, il pouvait gagner beaucoup d'argent. C'était le nouveau plan commercial de Ponzi et sur le papier, cela semblait non seulement être une bonne idée, mais aussi parfaitement légal. L'arbitrage est une tactique d'investissement solide, utilisée depuis des siècles.
Ainsi, en janvier 1920, Ponzi a créé une nouvelle société pour gérer ce qui semblait être son entreprise commerciale la plus prometteuse à ce jour, et il l'a appelée la Securities Exchange Company. Malheureusement pour Ponzi, comme de nombreuses fois auparavant, la réalité est venue détruire tous ses espoirs et ses rêves. La vérité était que les bénéfices tirés de l'arbitrage des CRI étaient si faibles qu'ils étaient complètement annihilés par les coûts d'expédition des CRI d'un pays à l'autre. Il n'y avait pas assez de CRI dans le monde entier pour permettre le type d'opération que Ponzi imaginait. Et pourtant, il refusait de lâcher cette idée. Ponzi était convaincu qu'il s'agissait de sa poule aux œufs d'or, son ticket pour la vie de richesse et de luxe qu'il avait toujours pensé mériter. Ainsi, lorsque l'idée légale s'est avérée non viable, il a transformé son idée en la tristement célèbre pyramide de Ponzi qui porte son nom. Après tout, son plan pour arbitrer les CRI semblait vraiment bon. Donc même s'il n'était pas bon du tout, il pouvait peut-être convaincre d'autres personnes que ça marcherait et prendre leur argent. Au fond, la pyramide de Ponzi est similaire à l'arnaque classique consistant à voler Pierre pour payer Paul, que Ponzi a pu constater de ses propres yeux lorsqu'il travaillait pour Banco Zarossi. Il s'agit d'inciter les gens à investir dans une opportunité commerciale en leur promettant des rendements énormes en peu de temps, avec peu ou pas de risque. Cependant, leur argent n'est jamais vraiment investi. Au lieu de cela, le fraudeur garde la majeure partie de l'argent pour lui, tout en donnant une partie des bénéfices aux investisseurs précédents. Lorsque ces premiers investisseurs constatent des rendements aussi importants, la plupart d'entre eux acceptent de réinvestir leurs bénéfices dans l'entreprise pour gagner encore plus d'argent, pensant que tout semble fonctionner comme prévu. Beaucoup d'entre eux parlent même de cette opportunité à d'autres personnes, car ils estiment que les gains sont parfaitement légitimes. Mais en réalité, tout ce qui se passe, c'est que les investisseurs précédents sont payés en utilisant une partie de l'argent des nouveaux investisseurs. Il s'agit d'un système très simple mais efficace qui exploite la cupidité et la naïveté financière des gens, mais qui nécessite un flux constant de nouveaux fonds pour que l'arnaque continue. Dès que le fraudeur ne peut plus trouver suffisamment de nouveaux investisseurs pour rembourser les retours à ses anciens investisseurs, l'arnaque s'effondre généralement. Même si la combine porte le nom de Ponzi, il n'était pas le premier à le faire. Un comptable new-yorkais nommé William Miller a utilisé la même technique pour escroquer $1 million à des investisseurs en 1899. Et en dehors de l'Amérique, une actrice allemande du nom d'Adèle Spitzeder a peut-être mis en place la première pyramide de Ponzi connue de l'histoire au début des années 1870. Cependant, Ponzi a porté l'idée à un tout autre niveau. Grâce à son système, Ponzi offrait aux investisseurs un rendement stupéfiant de 50% en 45 jours ou de 100% en 90 jours. Il prétendait avoir un vaste réseau d'agents dans le monde entier qui achetaient des CRI en gros et les expédiaient en Amérique. Si on le pressait de donner des détails sur son opération, Ponzi refusait de divulguer toute information, prétendant simplement qu'il ne pouvait pas partager tous les détails de son fonctionnement exact, car cela pourrait potentiellement aider ses concurrents. La plupart des banques, des entreprises et des investisseurs sérieux sont restés à l'écart de Ponzi. Ils savaient reconnaître quand quelque chose était trop beau pour être vrai. Et en fait, presque tous ceux dotés d'une connaissance de base en finance savaient qu'il était impossible pour Ponzi de tenir ses promesses. Mais ce n'est pas ces clients-là que Ponzi ciblait. Il voulait des gens qui étaient comme lui, qui avaient plus de rêves que de bon sens et qui cherchaient toujours le meilleur moyen de s'enrichir rapidement. Il s'est donc attaqué à des personnes ayant très peu de connaissances financières, souvent des personnes ayant désespérément besoin d'argent rapidement. Ponzi a compris que son véritable talent n'était pas de gérer les finances, mais de gérer les gens. Il savait vendre sans paraître trop empressé ou agressif, comme si cela ne faisait aucune différence pour lui d'obtenir leur argent ou non. Ponzi a commencé avec les gens de son propre quartier et a obtenu que 18 d'entre eux investissent au cours de son premier mois. Une fois qu'ils ont tous reçu leur première série de bénéfices, la nouvelle s'est répandue rapidement et bientôt des milliers de personnes ont commencé à se presser dans les rues devant le bureau de Ponzi, désespérés d'investir leur propre argent dans cette opportunité apparemment infaillible.
Mois après mois, Ponzi a gagné de plus en plus de clients, raflant plus de 250 000 $ par jour au plus fort de son activité. Le Boston Post l'a salué comme un génie de la finance, ce qui lui a donné encore plus de crédibilité et donc plus d'investisseurs. Ponzi a enfin pu vivre la vie dont il avait toujours rêvé. Il a emménagé dans un manoir géant, a acheté une voiture rapide, ne s'habillant que de luxueux vêtements, portant des montres en or et des broches en diamant et faisant des voyages somptueux en première classe. C'est le style de vie que Ponzi avait toujours pensé mériter, mais il n'a pas pu en profiter longtemps. Au début de l'été, moins de 6 mois après que Ponzi a lancé sa nouvelle entreprise, des doutes ont été émis sur son activité. Au début, tout le monde avait peur de dire quoi que ce soit, car Ponzi avait poursuivi en justice un analyste financier avec succès pour diffamation qu'il avait accusé de mentir. Après tout, de nombreux premiers investisseurs avaient déjà été payés, ce qui, selon Ponzi, était la preuve que tout était légitime. Mais alors, le Boston Post, le même journal qui avait proclamé que Ponzi était un génie, a commencé à enquêter sur son opération. Ils ont fait appel à Clarence Barron, président du Dow Jones et directeur du Wall Street Journal, qui a repéré la combine évidente. Selon ses calculs, Ponzi aurait dû acheter 160 millions de CRI, alors qu'il n'y en avait que 27 000 en circulation dans le monde entier. En juillet 1920, le Post présente les conclusions de Barron en première page du journal, décrivant Ponzi comme un escroc et déclenchant une enquête sur sa société. Mais les rouages de la justice tournent lentement et Ponzi a pu apaiser les inquiétudes des responsables gouvernementaux en coopérant pleinement et en déclarant même qu'il cesserait d'accepter de nouveaux investissements pendant qu'il était sous surveillance. Mais Ponzi a causé sa propre perte en engageant William McMasters comme publiciste. Contrairement à Ponzi, McMasters était un homme honnête qui a vite compris que son client était un escroc. Il a déclaré plus tard: Ponzi est un idiot en finance, il sait à peine compter. Il reste assis les pieds sur le bureau, à fumer de luxueux cigares rangés dans un étui à diamants et à raconter n'importe quoi sur des coupons postaux. Ayant accès au dossier de Ponzi, McMasters a rassemblé les preuves dont il avait besoin et s'est rendu au Boston Post où il a écrit un exposé récompensé par le prix Pulitzer détaillant tous les secrets de Ponzi. Cette fois, la partie était vraiment terminée et la pyramide de Ponzi s'est effondrée. Plusieurs banques ont dû déclarer faillite, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leurs économies et Ponzi lui-même a été inculpé de 86 chefs d'accusation pour fraude postale. Cependant, l'escroc a réussi à conclure un accord et a plaidé coupable du seul chef d'accusation de fraude postale, n'écopant que de 5 ans de prison fédérale. Un verdict relativement généreux au regard de l'énorme quantité d'argent volé et de l'immense quantité de vie qu'il a ruinée. Ponzi a été libéré après 3 ans et demi de prison, et cette fois, il était enfin un homme changé et prêt à faire le bien dans le monde. Je plaisante. Il a essayé une nouvelle arnaque immédiatement après avoir été libéré. Ponzi savait que le gouvernement voulait soit l'expulser vers l'Italie, soit l'emprisonner à nouveau pour vol. Il s'est donc enfui en Floride où il prévoyait une autre pyramide de Ponzi. Il a créé une nouvelle société, le Charpen Land Syndicate, et a cherché des personnes pour investir dans des propriétés autour de Jacksonville. Il proposait des gains encore plus élevés qu'auparavant, affirmant qu'il pouvait offrir aux gens un rendement de 200% en 60 jours seulement. Le seul problème était que les propriétés qu'il vendait étaient des terres marécageuses sans valeur. Mais cette fois, il n'a pas trouvé preneur. L'arnaque de Ponzi a rapidement été découverte et il risquait d'être envoyé dans le Massachusetts où une longue peine l'attendait. Ne voulant pas retourner une fois de plus en prison, Ponzi a changé de look et tenté de se rendre en Italie en tant que marin à bord d'un cargo. Cependant, il a été reconnu et arrêté à la Nouvelle-Orléans. Ponzi était maintenant un homme désespéré. Il a écrit au président Calvin Coolidge pour demander sa clémence. Il a même demandé à Mussolini d'intervenir en sa faveur, mais bien sûr, personne n'a écouté. C'était la fin pour lui. Ponzi a passé 7 autres années en prison et l'homme qui en est sorti n'était plus le même. Ponzi était un homme brisé, qui
qui avait perdu tout le charme et la confiance qui l'avaient rendu si riche. Alors qu'il risquait d'être expulsé vers l'Italie, sa femme a choisi de rester en Amérique et de divorcer. Ponzi a passé le reste de sa vie dans la pauvreté, avec pour seul réconfort les souvenirs de l'époque où il avait tout. Il a fini à Rio de Janeiro, où il est mort en 1949 dans un hôpital de charité et a été enterré dans une fosse commune, mettant ainsi fin à l'une des histoires d'ascension sociale puis de déclin les plus célèbres de l'humanité.